Alors, je ne sais pas Merci, si… Madame la conseillère à la Cour de cassation. Donc, en effet, je suis là avec mon binôme, Maître Strait, qui est Bonjour. notaire à Marseille. Et on a essayé de réfléchir ensemble sur les formules contractuelles des travaux existants. Alors, c'est vrai que on pourrait être un peu tenté de répondre rapidement à cette question des formules contractuelles des travaux surexistants en disant, écoutez, pas véritablement d'inquiétude, il y a deux statuts légaux, au moins lorsqu'il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation, soit la vente d'immeubles à construire, soit la vente d'immeubles à rénover. Et la différence entre les deux serait fonction de l'importance des travaux. C'est-à-dire, si les travaux sont très importants et qu'ils équivalent à une reconstruction, on appliquerait alors la vente d'immeubles à construire ou la vente d'immeubles à reconstruire, pour le petit jeu de mots, ou si les travaux sont beaucoup moins importants et qu'ils s'assimilent seulement à une rénovation, on appliquerait alors la vente d'immeubles à rénover. Mais malheureusement, cette présentation-là est insuffisante. Cette présentation-là ne tient pas compte, j'ose dire, de l'ingéniosité des professionnels ou de leur caractère un peu rebelle et qu'ils tentent constamment on va dire, de jongler ou d'éviter ces deux mécanismes légaux. Donc, si l'on veut tenir compte de toutes les situations complexes, alors, par exemple, lorsque il y a un mélange de défiscalisation, de location, de vente ou de revente, ou par exemple, lorsqu'il y a une opération orientée vers une activité commerciale qui cache en réalité une opération qui porte sur un immeuble à usage d'habitation, ou lorsqu'encore la pratique tente de déconnecter, de dissocier artificiellement la vente et les travaux, ou les qualités de vendeur et les qualités de constructeur, soit dans l'espace, soit dans le temps, soit dans des structures sociales différentes. Eh bien, il faut également tenir compte, malheureusement, de toutes ces pratiques qui sont en quelque sorte rebelles ou qui tentent de se rebeller face à ces mécanismes légaux. Donc, pour essayer d'avoir une vision d'ensemble avec Maître Strait, nous avons tenté d'envisager la multitude ou la foultitude des cas d'espèce et on se rend compte notamment en secteur protégé, parce que c'est véritablement là où qu'est le problème, dans la mesure où en secteur libre, bien entendu, toutes les parties sont absolument libres de leur contrat et l'imagination n'a absolument aucune limite. Donc, en secteur protégé, on a bien remarqué qu'il y a malgré tout des conditions d'application qui sont susceptibles de déclencher soit deux statuts alternatifs, la vente d'immeubles à construire ou la vente d'immeubles à rénover, soit un cadre contractuel supplétif lorsqu'il n'y a pas de vente et que l'opération porte uniquement sur une reconstruction, sur une rénovation, voire une réhabilitation. Donc, nous allons d'abord décomposer notre exposé en envisageant les conditions d'application, puis les régimes juridiques applicables. Ces conditions d'application, je crois qu'il faut essayer d'être très vigilant là-dessus, que l'on soit, lorsqu'on est un praticien et notaire ou avocat ou expert immobilier. Dans ces conditions d'application, il y a bien entendu des facteurs qui sont indifférents au déclenchement d'un statut.
Et ces facteurs indifférents, ce sont, par exemple, l'objet de l'opération, l'objectif de l'opération, ou j'ai envie de dire la destination de l'opération. En effet, peu importe que l'opération porte sur une location, sur une défiscalisation, sur une revente, peu importe, ce ne sont pas des facteurs déclenchants ou des facteurs en quelque sorte exclusifs d'un statut d'ordre public. De même, peu importe la qualité de l'acquéreur. Il peut s'agir d'une personne physique, d'une personne morale, d'une société civile, d'une société commerciale. Ce n'est pas la qualité de l'acquéreur qui commande le statut légal. Et on sait très bien que les opérations de promotion immobilière, le droit de la promotion immobilière a fait un choix différent de celui du droit de la consommation, dans lequel ce qui déclenche le statut protecteur, c'est la qualité de l'acquéreur, la qualité de consommateur. Or, dans les opérations de promotion immobilière, ce qui déclenche l'application d'un éventuel statut protecteur, c'est notamment la destination de l'immeuble. De même et également, peu importe les modalités d'exploitation de l'immeuble. Les locaux peuvent parfaitement être exploités par le biais d'un bail commercial ou encore peu importe les modalités de gestion de l'immeuble. Il peut s'agir d'une gestion en résidence hôtelière ou d'une gestion en location meublée avec des services aux personnes âgées. Peu importe, il faut voir là-dessous ce qui se cache et en quelque sorte, il faut voir s'il n'y a pas des facteurs essentiels qui déclenchent l'application d'un statut contractuel ou d'un statut légal. Alors, ces facteurs essentiels, quels sont-ils? Premier facteur essentiel, la destination de l'immeuble, le local, l'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. Sur la destination à usage d'habitation, bien entendu, nous savons tous qu'il y a deux critères essentiels. Un critère objectif qui tient d'abord à la composition du local avec sanitaire, cuisine, chambre à coucher et ou pourquoi pas les indications du permis de construire comme on l'a vu ce matin. Mais il y a également des critères subjectifs qui tiennent aux stipulations de l'acte de vente et au règlement de copropriété, de la destination de l'immeuble que l'on peut trouver dans le règlement de copropriété. Face à cette destination à usage d'habitation, lorsqu'on scrute tout le contentieux, on se rend compte qu'il y a deux tentatives, souvent de la pratique, deux tentatives, on va dire, insidieuses. Première tentative, c'est de ne pas indiquer la destination de l'immeuble dans l'acte de vente ou la destination du local dans l'acte de vente. Peu importe, il y aura inévitablement une description du bien existant ou du bien à rénover qui comporte une salle de bain, une cuisine, une chambre. Dès lors, c'est un immeuble, c'est un local à usage d'habitation. Deuxième tentative de la pratique, c'est de faire disparaître cette affectation à usage d'habitation sous un luxe de détails et qui orienterait vers une destination commerciale. Alors, par exemple, lorsque l'immeuble vendu figure au sein d'un ensemble immobilier à usage de résidence hôtelière, qu'il est acquis par un acquéreur dans le but de profiter du dispositif de loueur en meublé professionnel, que cet acquéreur consent un bail commercial à une société commerciale qui exploitera ensuite les immeubles en résidence hôtelière. J'ai envie de vous dire que nini, à partir du moment où cet immeuble est affecté à usage d'habitation, il relève alors de la destination à usage d'habitation et il relèvera certainement du secteur protégé.
Deuxième question que l'on pourrait se poser sur cette destination à usage d'habitation, puisque c'est une opération de reconstruction, puisque c'est une opération de rénovation, inévitablement avec des travaux, avec une évolution dans le temps, de quelle destination faut-il tenir compte? Est-ce qu'il faut tenir compte de la destination initiale de l'immeuble existant ou est-ce qu'il faut tenir compte de la destination de l'immeuble reconstruit ou de l'immeuble rénové? Il faut tenir compte de la destination finale de l'immeuble. Ça veut dire que un des immeubles existants à usage professionnel, à usage commerciaux, à usage industriel peuvent parfaitement être transformés, rénovés en usage d'habitation, en appartement à usage d'habitation, auquel cas, bien entendu, ils relèvent du secteur protégé de la destination à usage d'habitation. Voilà le premier facteur déclenchant. Le deuxième facteur déclenchant, qui est aussi essentiel, ce sont des travaux à la charge du vendeur. Travaux à la charge du vendeur. Alors, il y a bien entendu une signification à la fois juridique, matérielle et technique. Dans la signification juridique, excusez-moi de répéter, mais ce sont des travaux à la charge du vendeur. Ça signifie donc qu'il y a à la fois une vente et un louage d'ouvrage pour des travaux de reconstruction ou de rénovation. Ça signifie, à contrario, que s'il n'y a pas de louage d'ouvrage, si les travaux ont d'ores et déjà été réalisés, il n'y a qu'une vente de biens existants, une vente de droit commun. Inversement, s'il n'y a pas de vente, mais qu'il n'y a que des travaux de reconstruction ou de rénovation, malheureusement, on ne peut pas utiliser, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de vente, la vente d'immeubles à construire et la vente d'immeubles à rénover. Et malheureusement, une jurisprudence entêtante du 20 mars 2013 empêche de requalifier ces travaux pourtant très importants sur une maison individuelle à usage d'habitation, empêche de requalifier ce contrat de droit commun en contrat, enfin de louage d'ouvrage de droit commun, en contrat de construction de maison individuelle. Alors, pour ma part, j'aurais bien aimé que la jurisprudence soit différente et finalement, cela aurait enlevé, ça aurait permis d'assurer la protection de l'accédant qui est d'ores et déjà propriétaire du terrain, qui ne contracte que pour des travaux de rénovation ou de reconstruction. Malheureusement, la Cour de cassation affirme, confirme et maintient que les travaux qui portent uniquement sur la rénovation, la restructuration d'une maison individuelle ne peuvent pas être requalifiés sous le contrat de construction de maison individuelle. Donc, s'il n'y a pas de vente, il y a un louage d'ouvrage traditionnel. S'il n'y a pas de rénovation, il y a une vente traditionnelle. En revanche, c'est la signification juridique des travaux à charge du vendeur. En revanche, il faut qu'il y ait à la fois une vente et des travaux de reconstruction ou de rénovation. Et là, malheureusement, nous avons des pratiques entêtantes qui tentent de découper artificiellement, frauduleusement l'opération. Et lorsqu'on scrute le contentieux, on se rend compte qu'il y a essentiellement deux pratiques qui sont autorisées par la jurisprudence et par la Cour de cassation qui refuse de requalifier l'opération. La première pratique, c'est lorsqu'on a deux sociétés absolument distinctes, une société de vente et une société de construction. Et je pense notamment à une jurisprudence des années 2015 avec deux arrêts de la 3e chambre civile 19 mai 2015 et 5 mai 2015
où il y a une première société qui vend des lots de copropriété et une deuxième société qui, par une opération du Saint-Esprit, apparaît et propose la rénovation de ces lots de copropriété à ces acquéreurs. Et malheureusement, la Cour de cassation a bien constaté que le vendeur, la société venderesse avait demandé à la société de construction de définir et de chiffrer les travaux pour en informer les acquéreurs, mais rien de plus. Elle remarque qu'il n'y a pas de lien structurel entre les deux, qu'il n'y a pas de lien de subordination entre le vendeur et entre la société qui vend et la société qui rénove. Donc, pour la Cour de cassation, il n'y a pas de requalification possible en contrat de vente d'immeuble à construire ou de vente d'immeuble à rénover. Deuxième tentative de la pratique pour dissocier les deux opérations, celle-là encore, je la trouve pour ma part beaucoup plus osée. J'ai du mal à comprendre que la Cour de cassation ne requalifie pas en vente d'immeubles à construire. C'est notamment lorsque nous avons deux sociétés au sein d'une même holding. Et en effet, imaginons, et c'est notamment un arrêt de la troisième chambre civile du 14 septembre 2017, lorsque nous avons une société qui vend et une société qui est chargée de rénover ces locaux industriels désaffectés en locaux d'habitation. Pour autant, malheureusement, la Cour de cassation refuse de requalifier l'opération en vente d'immeubles à construire. Or, il me semble que dans les deux opérations avec des montages sociétaires, que ça correspond à un découpage frauduleux de la vente d'immeubles à construire. Et d'ailleurs, si on raisonne sur la lettre ou sur l'esprit des textes de l'article 261-10 du CCH pour la VIC et 262-1 pour la VIR, on se rend compte que dans ces textes, chaque fois, le législateur a eu la volonté d'éviter ces découpages frauduleux, puisqu'il envisage l'hypothèse où le vendeur peut procurer directement ou indirectement non pas le terrain, mais le constructeur, puisqu'il envisage l'hypothèse où le vendeur peut réaliser directement ou indirectement les travaux. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faudrait oser rebâtir, requalifier l'opération en contrat de vente, soit d'immeubles à construire, soit d'immeubles à rénover. Et il y a certainement au moins trois indices de requalification. Le premier indice de requalification, c'est lorsque le vendeur propose une opération qui constitue un tout à l'acquéreur. C'est-à-dire que l'acquéreur n'a que le choix des deux contrats, vente de biens existants et rénovation, où il ne peut pas entrer dans cette opération. Ça, c'est un premier indice. Deuxième indice alternatif, c'est-à-dire qui ne se cumule pas, c'est par exemple lorsque le vendeur impose un constructeur à l'acquéreur, ou je vous le dis autrement, lorsque l'acquéreur n'a plus le choix de ses constructeurs. Et enfin, troisième situation, c'est cette fois dans l'esprit de l'acquéreur lorsqu'il considère que l'opération est un tout pour lui, qu'elle est à la fois une vente d'immeubles à reconstruire ou d'immeubles à rénover. Je crois que dans ces trois situations, face à ces trois indices alternatifs, ils ne sont pas cumulatifs, il serait possible, confronté à deux sociétés qui semblent ne pas avoir de lien ou a fortiori
à deux sociétés de la même superstructure, il me paraît très possible de rebâtir l'opération en vente d'immeubles à construire ou en vente d'immeubles à rénover. Là-dessus, je vous fais également remarquer, toujours dans cette signification juridique, c'est que dans les deux opérations, vente d'immeubles à rénover ou vente d'immeubles à construire, le vendeur, rénovateur ou reconstructeur conserve constamment les pouvoirs de maître d'ouvrage. C'est la lettre du texte. C'est-à-dire que, bien entendu, c'est lui qui choisit les entreprises, qui arrête librement les conventions, qui effectue la réception des travaux et qu'il ne laisse plus le choix à l'acquéreur de ces constructeurs. De même, il y a encore une signification matérielle qui s'associe parfaitement à la signification juridique de travaux à la charge du vendeur. La signification matérielle, c'est, je vous le dis autrement que tout à l'heure, c'est que le vendeur peut réaliser directement ou indirectement les travaux. Soit il les réalise directement, c'est-à-dire qu'il s'en charge directement, soit il les réalise indirectement, c'est notamment lorsqu'il va conclure des contrats avec un entrepreneur, que l'entrepreneur est tenu de respecter ce contrat d'entreprise et qu'il impose le choix du constructeur à l'acquéreur. Et également, je voulais vous dire que cette fois, sans l'intermédiaire d'une société, il est tout à fait possible que le vendeur vende l'immeuble, une fois qu'il a vendu l'immeuble, le place sous le statut de la copropriété et qu'il suggère le nom d'un constructeur ou qu'il fasse voter en assemblée générale le nom d'un constructeur pour réaliser les travaux. C'est vrai que dans cette opération-là, sous couvert du statut de la copropriété, les travaux sont commandés et payés par le syndicat des copropriétaires, qui est maître d'ouvrage, mais néanmoins, l'opération, correspond à une fourniture indirecte des travaux, puisque c'est le constructeur qui avait, puisqu'il était majoritaire, seul le pouvoir de décider des travaux, et c'est lui qui a suggéré le nom des entreprises. Voilà donc signification juridique, signification matérielle. Il y a encore une signification technique à ce facteur déclenchant, c'est que, bien entendu, lorsque le vendeur se charge de réaliser des travaux, il faut encore distinguer, n'est-ce pas, Maître Strait, selon les travaux dont il s'agit. Là, je vous laisse la parole. Oui, oui, aucun problème. Donc, ce qu'on a vu là, en fait, ce qui est important de savoir, enfin, moi, je parle pour les praticiens, ce qui est important de savoir, c'est que sachez que ce soit qu'on soit en VIR ou qu'on soit en VFA, ce sont deux statuts qui sont d'ordre public et qui sont exclusifs l'un de l'autre. Donc, il ne faut pas se tromper de contrat, hein, dans tous les cas. Donc, pour ça, il faut savoir qualifier donc le contrat sur lequel on veut déterminer notre mutation. Pour ça, donc, on a vu dans tous les cas, dans les deux contrats, que ce soit la VIR ou la VFA, il faut des travaux qui soient réalisés par le vendeur et après la signature de l'acte, et que ces travaux, bien entendu, doivent être payés avant l'achèvement par l'acquéreur. Encore faut-il à un moment donné qu'on prenne en compte aussi un caractère quantitatif des travaux. C'est de savoir de quoi je parle, de quelle sorte de travaux je parle. Et ça, c'est très important. Et c'est là où l'homme de l'art, qui est un homme clé hein, dans la VIR, va nous aider, hein, puisque aujourd'hui, même dans le cadre de la qualification du contrat, cet homme de l'art va pouvoir nous chiffrer les travaux et nous les décrire. Et en fonction des travaux qu'il nous décrira, on saura si on pourra assujettir notre vente à la VIR ou à la VFA. Alors, c'est l'article R262-1 qui, en fait, c'est d'abord l'article L262-1 qui parle en fait de travaux d'agrandissement et de restructuration. Dès lors qu'on est dans le cadre de travaux d'agrandissement et de restructuration sur l'immeuble, dans ces cas-là, donc la VIR va céder le pas à la VFA, enfin à la vente d'immeubles à construire.
Donc, on s'est interrogé de savoir qu'est-ce qu'on entendait par travaux d'agrandissement ou de restructuration. Alors, c'est l'article R262-1 qui nous le détermine très précisément et qui reprend en fait la définition fiscale des travaux surexistants qui sont soumis à TVA au titre de la production des immeubles neufs. Alors, quand on reprend cet article-là, l'article 257, hein, et qu'on l'assimile et qu'on l'interprète avec la réglementation sur la VIR, on aboutit aujourd'hui à une définition qui est complexe parce qu'en fait, on va distinguer les travaux qui sont réalisés sur le gros œuvre des travaux qui sont réalisés sur le second œuvre. Et quantitativement, c'est différent selon qu'on réalise des travaux sur le gros œuvre et selon qu'on réalise des travaux sur le second œuvre. En pratique, ce qu'on peut dire, c'est que dès lors que des travaux relèvent de la TVA immobilière, ils sont susceptibles de relever de la vente d'immeubles à construire. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la vente d'immeubles à rénover va céder le pas donc à la vente d'immeubles à construire. Et donc, si les travaux de rénovation ou d'agrandissement dont il est fait état dans l'article rendent à l'état neuf, alors on va distinguer les travaux sur le gros œuvre et les travaux sur le second œuvre. Quand on réalise des travaux sur le gros œuvre, les critères de déclenchement sont alternatifs. C'est-à-dire dès lors que je réalise des travaux qui rénovent ou qui rendent à l'état neuf, ou bien la majorité des fondations, ou bien la majorité des éléments hors fondation déterminant la résistance et la solidité de l'ouvrage, ou bien la majorité de la consistance des façades hors ravalement, hein, dès lors, si jamais j'ai un de ces trois critères qui est rempli, c'est alternatif et non pas cumulatif. Dans ces cas-là, donc, la VIR va céder le pas à la VEFA, parce que je serai également en TVA, je n'aborde pas les problèmes de filles fiscaux, mais dans tout état de cause, il faudra que j'assujettisse ma vente, mon contrat, à la vente d'immeubles à construire. Alors, ça, c'était pour les travaux sur le gros œuvre. Mais ces trois catégories, donc, elles tiennent à la structure et aux éléments extérieurs de l'immeuble, mais il se peut aussi que je ne réalise pas de travaux sur le gros œuvre parce que je suis rénovateur, marchand de biens, etc. Et je ne touche pas le gros œuvre et je réalise quand même des travaux donc qui touchent qui sont afférents au second œuvre. Et c'est pas parce que je fais que des travaux qui sont qualifiés donc travaux sur le second œuvre que je ne peux pas aussi, dans ces cas-là, assujettir mon contrat à la VEFA parce que j'aurais réalisé ces travaux-là. Alors là, dans le cadre des travaux sur le second œuvre, ce sont des critères qui ne sont pas alternatifs, mais cumulatifs. Dès lors là, donc, la vente d'immeubles à rénover va céder sa place à la vente d'immeubles à construire si les travaux de rénovation ou d'agrandissement rendent à l'état neuf l'ensemble des éléments du second œuvre, appréciés cette fois-ci de façon cumulative à hauteur des 2/3. Hein. Donc 2/3, ça veut dire 66,6%. Et c'est là où l'homme de l'art est important, parce qu'il va vous donner une liste exhaustive des travaux à réaliser, qu'il va vous chiffrer, et en fonction de ce chiffrage et de la nature de ces travaux, vous pourrez vous être à même d'apprécier le contrat que vous choisirez pour votre vente. Alors, quels sont ces postes de seconde œuvre donc, qui sont assimilés, appréciés de façon cumulative à hauteur des 2/3? Ce sont les planchers qui ne déterminent pas la résidence et la rigidité de l'ouvrage, ce sont les huisseries extérieures, ce sont les cloisons intérieures, les installations sanitaires de plomberie, les installations électriques et en métropole, le système de chauffage. Donc, pour chacun de ces éléments, il sera nécessaire de vérifier si au moins 2/3, donc 66,66% de chacun d'eux a été remis à l'état neuf. Si oui, le contrat relèvera de la vente d'immeubles à construire. Voilà. Hein, donc ça, c'est très important. Vous avez d'un côté donc l'appréciation des travaux sur le gros œuvre et de l'autre côté l'appréciation des travaux sur le second œuvre. Si vous voulez, je peux vous donner un petit cas pratique, juste comme ça, rapide. C'est qu'on va prendre une hypothèse dans laquelle le vendeur réalise postérieurement des travaux de rénovation rendant l'immeuble à l'état neuf. Donc ce contrat sans ambiguïté va revêtir la forme d'une vente d'immeuble à construire dès lors que le vendeur, par exemple, s'engage à rendre à l'état neuf 55% des façades. 55% des façades, ça veut dire qu'on est à plus de la moitié. Donc, dans ces cas-là, on sera dans le cadre d'une vente d'immeuble à construire. C'est le deuxième cas pareil, où il ne touche pas donc, aux éléments de gros œuvre. Il ne va travailler simplement que sur les éléments du second œuvre.
Et il va là, par exemple, s'engager à rendre à l'état neuf 70% des parquets de sol, des huisseries extérieures, des cloisons intérieures et l'intégralité des installations sanitaires, plomberie, chauffage, etc. Dans ces cas-là, on sera aussi dans le cadre de la vente d'immeubles à construire. Voilà. J'espère avoir été clair. Dans tous les cas, si le vendeur réalise des travaux postérieurement à la vente qui ne rendent pas l'immeuble à l'état neuf, ce contrat, donc, il va être dans le champ d'application de la vente d'immeubles à rénover, mais il faudra quand même se poser ces questions-là. Est-ce qu'on est dans le secteur protégé? Est-ce que le vendeur souhaite percevoir des sommes d'argent avant la livraison des travaux? Et en tout état de cause, il faudra donc poser tous les cas de figure. Voilà, je peux relaisser la parole à Élodie. Merci. Pour la suite. Oui, tout à fait. Alors, une question un peu naïve, même si je connais la réponse, maître. Par exemple, est-ce que des travaux de peinture, selon vous, mériteraient le statut de la vente d'immeubles à rénover? Alors, des travaux de peinture, alors, sachez dans tous les cas, enfin moi, c'est mon interprétation. Aujourd'hui, on l'a vu, donc la qualité du vendeur ne rentre pas en ligne de compte. Enfin, le cas est classique, c'est le cas du particulier qui vend son appartement. Aujourd'hui, il y a des petits travaux, des menus travaux qui sont à réaliser en accord avec l'acquéreur pour rendre l'immeuble donc conforme à leurs négociations. Et en fait, on s'aperçoit au moment du compromis qu'il y a des travaux à réaliser. Et c'est là où on a quand même un devoir de conseil, c'est qu'en fonction de comment la qualité du vendeur et l'importance des travaux n'est pas un critère déterminant pour faire basculer la vente ordinaire dans la vente d'immeubles à rénover, il est quand même à conseiller tout le temps à nos vendeurs de réaliser ces menus travaux avant la signature de l'acte pour éviter de basculer dans ce système qui est très lourd et notamment qui impose à l'acquéreur, dans l'hypothèse où il réaliserait les travaux après et qui, bien entendu, qui serait payé pour cela, de souscrire notamment la garantie d'achèvement, qui est aujourd'hui donc un système qui est trop lourd pour le particulier et il faut quand même que les vendeurs en soient conscients. Mesdames, maître, madame, nous avons une question. Oui. Alors, de madame Gagneur, qui pose la question suivante. En cas de rénovation accompagnée d'une surélévation, puis-je avoir une vire pour la partie rénovée et une VEFA pour la surélévation? Alors, répondre, je vais essayer de raisonner avec Madame Gagneur, que je connais bien d'ailleurs. Moi, j'aurais tendance à dire, comme dans le cadre de la surélévation, il faut opérer ça dans le cadre d'une opération globale. Et je pense qu'il faut toute l'opération basculerait dans la VEFA, là. Je ne pense pas qu'on puisse avoir deux régimes différents sur un même immeuble, portant sur une opération de construction qui est globale. C'est vrai que j'aurais tendance également à partager cet avis, c'est-à-dire qu'on fait, en tout cas, la surélévation inévitablement va emporter vente d'immeubles à reconstruire, surélever, si vous voulez. Et ensuite, de toute façon, puisqu'on y est, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas tout soumettre à la vente d'immeubles à construire. Je voudrais ensuite continuer sur le troisième facteur déclenchant, c'est, et de toute façon, Maître Strait en a un peu parlé également, ce sont le paiement des sommes avant achèvement ou avant livraison. Alors, c'est vrai que le législateur dans la VIC parle d'un paiement avant achèvement. Dans la VIR, il parle plutôt avant la livraison des travaux, mais peu importe, l'idée demeure la même, c'est qu'à partir du moment où le vendeur reconstructeur ou le vendeur rénovateur demande des sommes avant l'achèvement ou la livraison, cela fait inévitablement basculer vers la vente d'immeubles à construire ou la vente d'immeubles à rénover. Donc, on en termine avec cette première condition, les premières conditions d'application. Ces conditions d'application, on le répète une dernière fois, sont au nombre de 3, c'est-à-dire un immeuble à usage d'habitation, des travaux à la charge du vendeur
et un paiement du prix de ces travaux avant achèvement ou avant livraison. Donc, lorsque ces trois conditions sont cumulatives, sont remplies, naturellement, on bascule vers les régimes juridiques applicables. Et là, si l'on remarque ce qui se passe, c'est-à-dire que soit il y a deux grands régimes juridiques applicables, soit il y a une vente qui est accompagnée d'une reconstruction ou d'une rénovation, auquel cas on bascule dans les statuts légaux, des statuts impératifs auxquels il est impossible de déroger, mais néanmoins qui présentent des différences entre eux, soit l'opération de reconstruction, de rénovation ou de réhabilitation de la maison individuelle où l'appartement ne comporte pas de transfert de propriété parce que celui qui commande les travaux est d'ores et déjà propriétaire du terrain, propriétaire de l'immeuble existant, auquel cas le danger énorme est là, auquel cas il n'y a pas de statut légal, il n'y a qu'un cadre contractuel supplétif, celui du louage d'ouvrage. Donc, on va maintenant étudier à la fois dans une première partie les statuts légaux alternatifs et le cadre contractuel supplétif. Mais avant d'entrer dans le détail de ces régimes juridiques, je voudrais simplement vous faire remarquer qu'on a malheureusement une impression désagréable de vide législatif ou de déséquilibre important entre, d'un côté, la protection de la vente d'immeubles à construire, là, ce que certains appellent la surprotection de la vente d'immeubles à rénover, et l'absence de protection dans du louage d'ouvrage lorsqu'il ne s'agit que d'une reconstruction ou d'une rénovation. Alors, d'abord, les statuts légaux alternatifs. Maître Strait l'a parfaitement dit, et on va les distinguer selon l'importance des travaux de reconstruction, de restructuration, d'agrandissement. L'exemple nous a été pris de surélévation, on bascule inévitablement dans le statut impératif de la vente d'immeubles à construire. À l'inverse, des travaux de moindre importance, certains disent peut-être quelques coups de peinture, en tout cas qui seraient payés avant l'achèvement des travaux de peinture, on bascule dans le statut de la vente d'immeubles à rénover. Et c'est vrai qu'il y a, Maître Strait l'a dit, une impression désagréable de différence importante entre la protection de la vente d'immeubles à construire et la surprotection de la vente d'immeubles à rénover, puisque pour quelques travaux de peinture payés avant achèvement de ces travaux, il faudrait alors que le rénovateur s'engage sur une garantie de bon achèvement avec une convention de cautionnement solidaire. Bon, c'est la raison pour laquelle on s'est posé la question en doctrine de savoir finalement si au lieu d'être un statut impératif, ce n'était pas plus efficace, c'était pas plus un statut incitatif, c'est-à-dire que ça incite les rénovateurs et leurs notaires conseils à conseiller de terminer les travaux avant de vendre l'immeuble, et de ne pas demander de paiement pour ces quelques travaux de rénovation. Ainsi, ça évite le statut trop lourd de la vente d'immeubles à rénover. Malgré cette différence entre une protection et une surprotection, il y a des points de ressemblance. Les points de ressemblance, vous les connaissez. D'abord, un esprit identique, c'est-à-dire dans les deux cas, il s'agit de protéger l'acquéreur. Il y a tout, on retrouve à peu près les mêmes mentions obligatoires, on retrouve cette conservation des pouvoirs de maître d'ouvrage aux vendeurs, rénovateurs, reconstructeurs,
on retrouve exactement le même principe de transfert de propriété et le même principe de transfert des risques. Dans l'idée, on retrouve le même principe de l'échelonnement des paiements avec la même règle d'or, c'est-à-dire que le vendeur ne peut pas demander un paiement avant la signature du contrat ou avant la date à laquelle la créance est exigible. On retrouve les mêmes sanctions pénales et on retrouve cette idée de même garantie financière. Je ne rentre pas dans le détail. Certains me diront qu'elles ne sont pas tout à fait équivalentes et ils auraient raison. Mais il y a des points importants de divergence. Premier point important de divergence, c'est que seule la vente d'immeubles à construire autorise le contrat préliminaire de réservation, qui est somme toute assez intéressant, avec ses mentions, on va dire, prévisionnelles, sa note technique sommaire, sa surface habitable approximative, son prix prévisionnel, donc un contrat préliminaire qui est finalement intéressant à un stade où peut-être que le reconstructeur maîtrise encore mal tous les aspects de l'opération. De même, le deuxième point important de divergence, c'est l'échelonnement des paiements. Parce que si dans l'idée, le législateur a bien voulu un échelonnement des paiements pour ces deux statuts légaux, néanmoins, Maître Streit, on en a suffisamment discuté, je vous relaisse la parole, l'échelonnement est sacrément différent, avec un danger. Oui, en fait, dans les deux statuts, que ce soit la VIR ou la VEFA, comme vous l'avez dit justement, effectivement, on exige une ventilation du prix. Et il y a un échelonnement de paiement du prix. Cet échelonnement est complètement différent en matière de VEFA que de VIR. Alors, pour rappeler, en matière de VEFA, donc, il y a un stade, des échelonnements avec des stades obligatoires. On ne peut pas dépasser ces stades obligatoires, mais on peut prévoir des stades intermédiaires, c'est ce qu'on fait souvent dans la rédaction de nos VEFA, et les stades obligatoires en secteur protégé pour de l'immeuble collectif, c'est 35% à l'achèvement des fondations, 70% à la mise hors d'eau, 95% à l'achèvement de l'immeuble et 5% à la livraison. De l'autre côté, donc, pour la VIR, il est prévu également un échelonnement des paiements, mais qui est complètement différent, puisqu'en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que dans le contrat de vente, on doit déjà faire préalablement une ventilation du prix. La ventilation du prix s'opère comment? C'est qu'on a une ventilation dans laquelle on doit déterminer la valeur de l'immeuble et déterminer déjà le montant des travaux, sans en parler de leur paiement pour le moment. Donc, on a la valeur de l'immeuble d'un côté et la valeur des travaux de l'autre. Alors là aussi, je reviens sur mon homme de l'art parce que je suis une praticienne. C'est qu'aujourd'hui, les marchands de biens, qui sont quand même des commerçants avant tout, eux tentent à valoriser au maximum l'immeuble. Pourquoi? Parce que le prix de l'immeuble est payé comptant le jour de la signature. Et donc, ça permet justement de faire de la trésorerie beaucoup plus facilement que si on mettait une valeur qui était adaptée et une vraie valeur, la valeur vénale de l'immeuble. Donc déjà, on a ce problème-là, c'est que les marchands de biens, enfin le vendeur rénovateur, a toujours tendance à surévaluer l'immeuble et à diminuer la valeur des travaux. Alors, ça pose deux problèmes. D'abord, parce qu'on n'a pas une valeur ajustée, parce que la valeur de l'immeuble n'est pas cette valeur-là, mais surtout, on a une sous-évaluation des travaux. Et donc, justement, la garantie va être un petit peu réduite à peau de chagrin si, justement, la valeur de nos travaux est minimisée par rapport à ce qui est réalisé effectivement. Donc là aussi, l'homme de l'art est intéressant. Pourquoi? Oui. Alors, l'homme de l'art est intéressant. Pourquoi? Parce que justement, il va permettre donc de nous déterminer là aussi la liste de ses travaux avec un chiffrage qui nous permettra à rebours de déterminer une valeur d'immeuble qui correspond à sa valeur vénale. Donc ça, c'était pour la détermination du prix en matière de vente d'immeubles à rénover. En ce qui concerne son paiement, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le prix de l'immeuble est payé le jour de la signature de l'acte. Et en ce qui concerne les travaux, ils sont payés 50% à l'achèvement des 50% des travaux prévus et 95% à leur achèvement et 5% à la livraison. Alors, bon, en soi, quand c'est une rénovation classique, ça ne devrait pas poser trop de problèmes puisqu'on a des marchés de travaux avec des factures, etc. Pour appeler les paiements, il n'y a pas de problème. On s'est posé quand même la question et je me la pose, c'est dans le cas d'une vente dans lequel on prévoit une véritable rénovation-reconstruction.
hein. Donc, ça veut dire que là, on tomberait donc dans le secteur protégé, puis dans la VIC, dans la vente d'immeubles à construire. Et donc, aujourd'hui, on devrait respecter l'échelonnement des paiements tel qu'il est prévu, donc 35, 70, 85, 5, sachant que même si on fait de la rénovation lourde, l'immeuble étant existant, les fondations existent déjà. Donc, je me pose la question de savoir comment je pourrais prévoir un échelonnement des paiements qui correspondent en définitive à la réalité de mon opération, du déroulement et de la temporalité de mon opération, tout en respectant quand même l'échelonnement. Alors peut-être, compte tenu qu'on n'a pas de fondation, peut-être appeler 69,9% à la mise hors d'eau, peut-être avec un stade intermédiaire dans lequel je prévoirais peut-être 70 ou 80% à la réalisation ou à la mise hors d'air, ou enfin un stade intermédiaire, 95% à l'achèvement et 5% à la livraison. Ou est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir peut-être un échelonnement à rebours dans lequel carrément on décalerait tous les stades en disant que les 70 de mise hors d'eau correspondent aux 35%. Donc on dirait que 35% donc, serait à la mise hors d'eau, ainsi de suite, jusqu'en déroulant l'échelonnement tel qu'il est prévu par le Code de la construction. Bon, c'est des questions que je me pose tous les jours à aider de mon cridon, hein, et si vous avez des réponses, je suis là aussi pour les écouter. Non, mais c'est vrai, tout à fait, Frédéric, qu'à l'époque, je me rappelle, Michel Dago envisageait pour l'opération de vente d'immeubles à reconstruire, il envisageait d'utiliser un stade de régression de l'immeuble, en sachant qu'en général, on va peut-être commencer par la toiture, on va ensuite envisager les fenêtres et ainsi de suite, en sachant que normalement, on ne touche pas aux fondations. Mais c'est vrai que c'est un problème dans la mesure où il n'existe pas de personne n'a osé imaginer véritablement un modèle d'échelonnement des paiements pour l'opération à reconstruire. Et puis, il y a un troisième point de divergence, c'est que visiblement, d'après la lettre des textes qui ont été modifiés par la loi du 23 novembre 2018 et le décret du 29 juin 2019, c'est qu'on pourrait très bien imaginer une vente d'immeubles à reconstruire avec des travaux réservés qui sont laissés à la charge de l'acquéreur. Pourquoi pas? En tout cas, visiblement, ça paraît, selon les textes, tout à fait possible, puisque c'est le texte de l'article L261-10 qui est visé. Et bien entendu, ces travaux réservés à la charge de l'acquéreur, ce sont uniquement des travaux, je répète, le décret du 25 juin 2019 qui a intégré l'article R261-13-1 du CCH. Et ces travaux, ce sont des travaux de finition de murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaire, voire leur mobilier. Alors, l'arrêté du 29 octobre 2019 nous apporte un peu plus de renseignements avec une liste qui est strictement limitative et l'acquéreur peut donc se réserver les travaux d'installation d'équipements sanitaires de cuisine, de salle de bain, de cabinet d'aisance, la pose du carrelage mural, du revêtement de sol à l'exclusion de l'isolation, la pose d'équipements convecteurs électriques et la décoration des murs. Donc, voilà les points de divergence assez importants qu'il y a entre ces deux statuts impératifs. Mais il y a encore un autre problème dans tout ça, c'est même s'il s'agit de vente, pas de vente, mais d'un immeuble ou enfin d'un local ou d'un appartement ou d'une maison à usage d'habitation, même s'il s'agit de travaux de reconstruction ou de travaux de rénovation, dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés d'une vente, on ne peut alors pas utiliser le statut légal de la vente d'immeubles à construire ou de la vente d'immeubles à rénover. Malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure,
Là, on ne peut pas non plus utiliser le contrat de construction de maison individuelle que l'on aurait pu, je pense, utiliser comme un contrat de reconstruction de maison individuelle. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste malheureusement que le louage d'ouvrages du Code civil et le louage d'ouvrages qui est soumise aux dispositions supplétives du Code civil. Alors, je vous rappelle, malheureusement, le temps me manque, je ne peux pas tout envisager, mais je vous rappelle que, enfin, vous savez très bien que c'est un contrat consensuel, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir conclu un devis descriptif, et malheureusement, lorsque l'on scrute le contentieux, on se rend compte que ce contrat peut être conclu avec des devis imprécis, avec des conditions d'exécution de travaux mal définies, avec un prix qui est mal déterminé, dont le volume, la nature et les modalités des travaux sont imprécises. Alors, ce contrat de louage d'ouvrage, je pense, même si c'est un contrat au départ consensuel, doit au moins être conclu par écrit, en tout cas lorsqu'il est conclu entre un professionnel et un consommateur. En effet, selon l'article L111-1 et L111-2 du Code de la consommation, il faut au moins que dès lors qu'il y a un consommateur et un professionnel, il faut que le contrat contienne à minima des mentions relatives aux caractéristiques des travaux et au prix. Mais il n'y a pas de mention obligatoire, il n'y a pas de paiement échelonné qui serait imposé, qui devrait être, scrupuleusement respecté. C'est vrai que l'on consulte un peu ce qui se passe dans la pratique, il y a par exemple, et ce n'est absolument pas rassurant, une proposition de contrat de rénovation énergétique de la Fédération française du bâtiment qui prévoit pour ces contrats de rénovation un premier versement de 20% du prix à la signature du contrat et un autre versement, 25% du prix, avant le début du chantier. Donc, on se retrouve avec un paiement de 45% du prix alors que les travaux n'ont pas démarré. Ça me paraît très inquiétant. Mais je pense, mais je crois que je suis malheureusement toujours très optimiste, je pense que la seule protection qu'il y a finalement dans ce contrat, mais à condition que les parties y aient songé, c'est lorsqu'il s'agit d'un marché à forfait. Dans ce cas-là, dès lors que ce contrat est conclu pour un prix ferme et définitif, on tombe dans l'hypothèse d'un marché à forfait. Dans ce cas-là, en effet, le rénovateur ne pourrait pas demander un supplément de prix, même si le contrat est bouleversé, même s'il n'y a pas les mêmes circonstances, même s'il subit une augmentation du prix des matériaux ou la défaillance d'une entreprise. Peu importe finalement les modifications des circonstances économiques, le fait qu'il s'agisse d'un marché à forfait protège en quelque sorte le maître d'ouvrage qui commande ces travaux. Et par exemple, dans un arrêt de la 3e chambre civile du 19 avril 2019, le rénovateur a dû supporter les travaux nécessaires à la rénovation de l'immeuble, de la maison individuelle, qu'il n'avait pas au départ inclus dans le prix forfaitaire parce qu'il lui appartenait de prévoir tous les travaux qui étaient nécessaires pour rénover tel qu'il s'était engagé pour un prix ferme et définitif.
Alors, bien entendu, il est tout à fait possible que les parties n'aient même pas prévu un prix forfaitaire et définitif, c'est-à-dire qu'elle se réserve peut-être le temps d'envisager un prix au fur et à mesure de la découverte des aléas, auquel cas on ne serait pas dans un marché à forfait. Et bien entendu, dans ce cas-là, je n'arrive pas à trouver, à imaginer à quelle protection on pourrait se rapprocher pour ce propriétaire qui décide de rénover sa maison individuelle ou son appartement. Voilà, mesdames, messieurs, ce que l'on voulait vous dire sur les formules légales et contractuelles pour la rénovation d'immeubles existants.